Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mozabyte. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jordan Julie, un des cofondateurs de Defacto. Defacto, c'est une des très belles startups françaises dans la fintech qui permet aux entreprises d'obtenir un prêt et un microcrédit très rapidement. Tu vas nous en dire plus évidemment. Merci Jordan d'être avec nous. Merci à toi David. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Peut-être pour démarrer, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur toi, ton parcours et ce que fait Defacto ? Ouais, ça marche. Donc en quelques mots, moi c'est Jordan Julie, j'ai 35 ans, je suis ingénieur et j'ai 2 petites filles à la maison qui rendent les semaines sont dures et les week-ends encore plus, on va dire ça comme ça. Le Defacto, c'est ma 3e boîte en tant que cofondateur. Donc la première, c'était directement en sortie d'école avec l'un de mes meilleurs potes de l'époque qui s'appelle Louis Fourier, qui aussi est un on va dire un serial entrepreneur de son côté. Et on est toujours très copains et voilà. La deuxième, c'est j'étais cofondateur et responsable du produit chez Spendesk, qui du coup est devenu donc de 2016 à 2020, qui est devenu une licorne début 2022 dans l'univers du spend management pour PME. Et ensuite, on a lancé Defacto. Donc aujourd'hui, je suis cofondeur et président de Defacto en mai 2021. Donc ça va bientôt faire 4 ans. Et notre mission chez Defacto, c'est d'accompagner les PME dans leur problématique de besoin en fonds de roulement. Donc, qu'est-ce que c'est le besoin en fonds de roulement ? À chaque fois qu'une entreprise vend quelque chose à une autre, généralement, il y a des délais de paiement. Et donc, ça crée des trous de trésorerie. Et donc, quand on n'a pas de trésorerie, derrière, ça nous empêche, en tant que PME, de prendre potentiellement de nouveaux clients. Peut-être que ça vient tirer sur le paiement des salaires, etc. Et donc, le marché du besoin en fonds de roulement du BFR en France, c'est 700 milliards d'euros d'encours et seulement 40% est actuellement adressé par les banques. Et donc, on a lancé Defacto en se disant, avec l'opportunité de se dire, on veut transformer ce marché, on veut avoir une approche drivée par la tech et on veut offrir une expérience qui soit extrêmement différenciante. Et donc, dans ce contexte, notre proposition de valeur, c'est de faire du crédit en quelques secondes et l'IA est un enabler monstrueux dans cette proposition de valeur. Génial. On va creuser tout ça. Du coup, vous avez été créé en 2021, tu disais? C'est ça. 2021. Je suppose que quand vous avez monté Defacto, l'IA prenait pas la place qu'elle prend aujourd'hui dans votre produit. Comment ça a démarré tout ça? À quel moment tu t'es dit wow, ok, on est en face d'une vraie révolution, il faut qu'on se pose les bonnes questions pour l'intégrer. Comment cette prise de conscience est venue et c'était quoi les premières étapes? Donc déjà, si on regarde un peu plus près dans l'IA, donc tout ce qui est machine learning, c'est mature depuis 10-15 ans. Et utiliser du machine learning dans l'industrie du crédit notamment, c'est pas quelque chose de nouveau. Et donc c'est quelque chose qu'on a fait, ça pour le coup, d'entrée de jeu, où en fait on a construit nos propres modèles de machine learning, qui généralement en fait prennent des données en input et sortent, on va dire, des réponses standardisées, catégorisées. Et ça, on l'a fait dès le début. Donc typiquement, un algo de machine learning va prendre en input un mail et va dire si c'est un spam ou pas. Et donc le machine learning sait répondre de manière discrète à une question simple. Et donc c'est un problème d'optimisation. Donc on a commencé par faire ça. Donc peut-être de facto en 2 mots, ce qu'on fait, c'est on a reconstruit toute une infrastructure de crédit pour pouvoir du coup émettre des prêts en quelques secondes, là où normalement ça prend plusieurs semaines pour une banque de décider si oui ou non elles vont faire un prêt. Et donc on a reconstruit en particulier un moteur d'underwriting qui vient évaluer la solvabilité des clients. On a reconstruit en interne toute une mécanique pour faire de l'émission de prêts et on gère la relation client. Ce qui a changé du coup à partir de, on va dire, début 2023, c'est l'arrivée évidemment des LLM et de ChatGPT comme tout le monde, quoi. Et donc la grosse révolution qu'on a perçue à ce moment-là, c'est de se dire qu'en fait un LLM est capable de prendre de la donnée non structurée en input, typiquement une conversation, un document, etc., et d'en ressortir de la donnée structurée. Donc tu lui donnes un document, il t'extrait les infos, tu lui donnes une conversation, il peut te la catégoriser, etc. Et donc moi, à titre perso, j'étais utilisateur, on va dire, modéré de ChatGPT. J'ai écouté le podcast de Mathieu Stéphanie de Laurent Alexandre qui disait que si on n'utilise pas ChatGPT 1 heure par jour, on est fini. Et donc, j'ai commencé à nourrir une obsession. Et
Et donc finalement, je pense que le moment de bascule, c'est on a organisé un off-site. On fait un off-site tous les 6 mois avec Defacto. On ramène toute l'équipe. On a organisé un off-site début 2023 où le thème de l'off-site, c'était faisons des hackathons autour de l'IA. Et en fait, en quelques heures, on a pu construire des produits et des expériences qui étaient complètement dingues. Et à ce moment-là, en fait, on s'est dit bon bah en fait, on peut pas louper le coche. On est obligé de prendre le risque de miser énormément sur cette nouvelle techno. C'est marrant, il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé par ça, par soit des hackathons en retraite, soit des séminaires en interne d'une semaine. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un bon moyen de démarrer. Peut-être pour comprendre un peu mieux ce que vous faites et les use cases que vous avez fait, je pense que c'est intéressant de revenir sur votre produit. C'est assez impressionnant, hein. Nous, on est utilisateurs de PennyLane et en même temps, quand on fait une demande, on a tout de suite une estimative de jusqu'à combien on pourrait obtenir comme prêt avec Defacto. Donc peut-être expliquer comment déjà vous arrivez à, en quelques analyses, à pouvoir offrir des prêts en quelques jours, et ça pourra, je pense, aider à comprendre comment l'IA est venue s'intégrer à ça. Ouais. Donc la promesse de Defacto, c'est de venir donner une réponse à une entreprise qui a un besoin de financement en moins de 30 secondes. Et donc il y a deux grandes façons d'interagir avec notre produit. Soit une PME vient sur notre site et là on a un parcours d'onboarding complètement self-service, au cours duquel l'entreprise va venir connecter ses comptes bancaires en open banking, éventuellement connecter son PennyLane ou son outil comptable, de sorte à nous donner accès à de la donnée qui va être très granulaire et surtout récente. Et la deuxième façon d'interagir avec notre plateforme, c'est comme tu l'as fait toi, c'est via des partenaires qui ont intégré notre API de crédit pour offrir des expériences qui sont complètement embarquées dans les plus grandes plateformes de PME type PennyLane, Libéo, Conto, Axonote, etc. Donc, ce sont des boîtes avec qui on travaille. Donc du coup, comment ça marche? L'étude de solvabilité, on va dire traditionnelle, c'est basé sur des liasses fiscales. Et donc, si demain tu vas voir ta banque et que tu veux lui demander un prêt, elle va te demander tes 3 dernières liasses fiscales, qui sont des documents comptables, qui sont des agrégats, dans le sens où ça vient montrer la photo de ton business à la fin d'année. Et c'est des documents qui sont généralement de 6 à 18 mois vieux. Alors que dans notre cas, en fait, on demande aux entreprises de nous donner accès à leur compte bancaire en open banking et donc on a un flux de transactions et en particulier les transactions les plus récentes. Là-dessus, qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée du coup ultra granulaire? La première étape, c'est on va venir la catégoriser. Donc, toute entrée d'argent n'est pas un revenu. Ça peut être un crédit, ça peut être une levée de fonds, ça peut être un apport en compte courant, un mouvement interne, etc. Donc, on va venir catégoriser les virements entrants et sortants. La deuxième partie, c'est étant donné du coup des catégories de flux, on va venir construire des KPI financières liées à ton business, par exemple ton revenu, tes dépenses, ta marge, la récurrence de ton revenu, la concentration de ton revenu par client et tout ça. Et ça, ensuite, ces KPI-là viennent nourrir un algo de machine learning qui lui sort un score, une sorte de probabilité de défaut, en quelque sorte. Et après, étant donné ça, on vient te faire une proposition d'une enveloppe dans laquelle tu vas pouvoir venir tirer. Et donc la grosse révolution, c'est que on a mis de l'IA partout sur le process, et donc ça nous permet de répondre en moins de 30 secondes. Ok, hyper intéressant d'avoir l'envers du décor. Vous avez du coup déjà de l'IA dès 2021, tu l'expliquais. Comment vous avez construit votre roadmap? Du coup, c'est à la suite de ces hackathons où il y a des projets qui sont apparus d'utilisation des LLM. Est-ce que vous avez vous pris du temps de fondeur pour identifier des cas d'usage? Est-ce que vous avez des champions en interne qui l'ont fait? Comment vous avez fait? Donc déjà, le premier risque en tant que cofondateur, quand tu vois apparaître un truc comme les LLM, c'est t'as pas envie de devenir amoureux de la technologie si elle répond pas à un besoin business. Et donc, ok, on avait des lubies, tu vois, avec mes associés, mais il fallait quand même être vigilant sur le fait de est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou est-ce que c'est juste se faire un kiff. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est la meilleure façon, je pense, de tirer parti le plus rapidement possible d'une techno aussi en rupture, c'est de diffuser en fait l'awareness un maximum dans la boîte. Et donc en fait, c'est pour ça que
maintenant, à chaque offsite, on fait des hackathons autour des LLM, parce que c'est une technologie qui bouge tellement rapidement qu'en fait, c'est hyper important que on ait, comment dire, on update un peu tous ensemble notre perception de la reality box, qui est un concept là que Musk racontait dans je sais plus lequel de ses livres. Euh, et donc, t'as envie d'avoir une compréhension partagée d'où en est la techno. Et donc, typiquement, des hackathons, etc., c'est des bons sujets. C'est des bonnes façons de répartir ça. Donc aujourd'hui, les initiatives, elles sont finalement, moi en vrai, j'en sais rien, je sais pas très bien comment ça marche et je suis pas du tout le plus grand des power users, mais les trois quarts de la boîte en fait l'utilisent tout le temps pour un certain nombre de trucs. Et donc ça, donc c'est vachement bien. Ensuite, comment on aborde le sujet, c'est il y a plusieurs grandes catégories dans lesquelles on peut mettre de l'IA. Il y a premièrement dans nos process internes. Typiquement, l'IA va venir digérer notre knowledge base pour faire des reporting hebdo, pour faire des release notes internes, etc. Donc, utiliser l'IA pour, entre guillemets, augmenter tes équipes. Donc là, typiquement, chez Defacto, on n'a aucun data analyst. Tout le monde fait du SQL, notamment grâce à ChatGPT, y compris les gars business. Et en fait, tu lui balances ta doc API, il est capable du coup de comprendre ton modèle de données et tu lui dis je veux faire ça, ça, ça. Il te donne la query SQL et puis après derrière tu demandes d'itérer et donc c'est ultra puissant. Donc ça c'est un premier thème qui est comment est-ce que chaque personne peut leverager l'IA pour aller plus vite dans son job. La deuxième c'est comment est-ce que tu mets de l'IA du coup pour améliorer tes process internes. Donc là, nous, c'est là-dessus où de facto on fait un max de trucs. Donc par exemple sur tout ce qui va être support client, sur tout ce qui va être catégorisation des données, sur tout ce qui va être extraction de données à partir de documents. Et ça, je pourrais rentrer dans le détail. Et la troisième grande catégorie, c'est faire des features pour tes clients qui soient AI-based. Et le plus souvent aujourd'hui, les features qu'on voit, c'est des trucs du genre tu remplaces une interface par un chatbot et donc ça permet au client de dire tiens fais-moi l'extract de tel truc et au lieu qu'il ait à cliquer lui bah, l'IA fait ça. De mon point de vue aujourd'hui enfin dans notre cas précis la valeur marginale serait moindre parce qu'on a un produit qui est assez simple, il y a quelqu'un qui te demande de l'argent, il faut lui dire oui ou non. Et donc les deux gros leviers sont comment tu augmentes tes équipes et comment tu augmentes tes opérations. Ok, intéressant. Et du coup, sur les opérations, concrètement, c'est à la frontière du produit parce que c'est souvent des choses que tu dois rajouter dans le produit. Alors, dans la tech du produit, c'est pas forcément customer facing, mais ça reste. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement? Donc les LLM, c'est très fort pour prendre de la donnée non structurée et te rendre de l'information structurée. Et du coup, après, derrière, ça te permet, en fait, donc c'est très fort quand tu as notamment des workflows dans lesquels tu as des interactions au milieu avec tes utilisateurs. Et donc, je te donne quelques exemples. Donc, tout ce qui avant était, en gros, regex-based, tous les algos qui impliquent des regex, ça va mourir au profit des LLM. Et donc, bah, typiquement, la catégorisation des transactions. Donc, tu vois, une transaction bancaire, généralement, il y a assez peu de contexte, il y a un libellé. Et quand tu le lis à la main, tu arrives à extrapoler un peu ce que c'est, mais encore pas toujours. Et donc, par exemple, tu vois, si un virement c'est un salaire, si c'est une échéance d'un prêt, d'un crédit, etc. Et donc, comment c'était fait la catégorisation de ces transactions basées sur des libellés avant? C'était fait sur des regex. Si je vois le terme salaire ou salarié ou VIRT pour virement, bah, j'en déduis des trucs. Et donc là, en fait, on a dégagé tout ça pour mettre des LLM qui sont extrêmement forts là-dessus parce qu'en fait, ils ont vu des milliards et des milliards de fois ces patterns-là. Donc ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est du parsing de documents. Donc dans le crédit, le Happy Pass est très simple. Quelqu'un te demande de l'argent, tu lui réponds oui. Ce qui est compliqué, c'est la long tail des cas qui peut arriver, des edge cases. Et en fait, l'enjeu, c'est d'offrir la meilleure expérience utilisateur quand tu réponds à un oui mais. Donc, par exemple,
un client connecte ses comptes bancaires, on voit qu'un compte bancaire entre en négatif. Et du coup, ce que tu as envie de lui demander, c'est une autorisation de découvert. A priori, si tu es en négatif, c'est que tu avais le droit, ou alors si tu n'as pas le droit, nous, c'est intéressant de le savoir. Et donc, on lui demande une autorisation de découvert. Donc, comment font les banques, typiquement? Bah, elles t'envoient un mail, t'appelles, le gars répond pas, etc. Il t'envoie un truc, il t'envoie un document, peut-être que c'est un faux, peut-être que c'est pas le bon. Et donc, tout ça, ça coûte très cher, en fait, à l'industrie. Et donc, bah, avec un LLM, en fait, nous, on a construit un truc qui dit, dès qu'on voit qu'un compte entre en négatif, on t'envoie un lien sécurisé sur lequel uploader un document qui est un overdraft, et le LLM va extraire les informations pertinentes tout seul. Typiquement, montant, date, et va venir, en fait, comment dire, essayer de voir si c'est, détecter si c'est un faux ou pas. Donc, en fait, ça te remplace une première brique, on va dire, d'interaction, où tu demandes à ton client un document, et une première analyse, une analyse de niveau 1. Ça, c'est un deuxième exemple. Et le troisième, c'est tout ce qui va être support, interaction client, où là aussi, tu peux faire pas mal de choses. Ouais, sur ces deux derniers exemples, il y a quand même une dimension customer facing du coup. Alors, la question c'est à quel point le customer s'en rend compte ou pas. Et est-ce que justement c'est un challenge pour vous de faire en sorte que finalement ce soit le plus indolore possible pour l'utilisateur et qu'il ne s'en rende pas forcément compte aussi parce que bah, sur des sujets aussi sensibles, forcément il doit y avoir une crainte liée à la sécurisation de la donnée, etc., qu'on n'a pas encore complètement désamorcé, je pense, dans le monde de l'IA, en termes de crainte en tout cas. Est-ce que vous voulez pousser plus loin ce genre d'interaction entre l'IA et votre utilisateur final et peut-être une question secondaire qui est est-ce que ça, vous voulez que ça soit consciemment fait et que l'utilisateur en soit conscient ou pour l'instant, au contraire, l'IA est au service du produit et peu importe finalement si l'utilisateur final en est conscient ou pas, quoi. Euh, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de qu'est-ce qui est pénible pour l'utilisateur, et est-ce que l'IA en fait partie. Et la deuxième question, c'est la question de la sécurité des données, qui est vraiment, euh, comment dire, une question quasi indépendante. Sur la première, ce qui est pénible pour un utilisateur, en tout cas dans le domaine du crédit, c'est d'attendre des semaines pour avoir une réponse. Ce qui est pénible, c'est d'avoir des processus où en fait, on te demande des documents, ça prend du temps de traitement, finalement c'est pas les bons, on t'en redemande, etc. Donc ça, en tant que dirigeant ou en tant que DAF d'une PME qui est en recherche d'une solution de financement, en général, tu as envie d'avoir des réponses déterministes, tu as envie de savoir quand est-ce que tu auras une réponse définitive, etc. Et donc, c'est ça qui est pénible aujourd'hui dans les solutions. Et donc, d'avoir des parcours en fait extrêmement déterministes, même si tu as une brique d'IA dedans, en fait, ça répond à la problématique utilisateur qui est d'obtenir une réponse, même si c'est non, de la manière la plus rapide possible. Et donc finalement, on ne se cache pas du fait que c'est une IA qui vient parser ça. C'est pas que ce soit une IA ou comment dire, ou une personne, comment dire, un risque analyste. Finalement, le client s'en fout. Tu as peut-être même encore parce que la question de la confidentialité, après derrière, qui est la deuxième partie de la question, elle se pose aussi avec quand tu as une personne en face de toi. Alors certes, tu as de la déontologie, tu as du secret bancaire, si tu interagis avec ton expert comptable ou avec un avocat, tu as le secret professionnel, etc. Néanmoins, les gens sont faillibles. Euh, et donc, nous, notre conviction, c'est que si tu as fait les bons setups en termes d'infrastructure, donc par exemple, hoster tes propres modèles, avoir les données en France, supprimer les données à partir d'un certain temps, etc. Derrière, en fait, la confidentialité est infaillible. Hyper clair. Du coup, ça fait maintenant quoi, un an et demi que vous itérez avec l'IA. Si tu avais des learnings après cette grosse année et demie sur quels sont finalement les challenges de remplacer, bah, tu parlais du modèle de catégorisation que vous avez remplacé aujourd'hui avec des LLM. Quel est le principal challenge que vous avez vu de construire avec de l'IA? Aujourd'hui, c'est les temps de réponse. Les temps de réponse, bah, les LLM, c'est assez lent à générer des tokens. C'est pour ça d'ailleurs que tu as les modèles ChatGPT, là, les O-mini, je sais plus lesquels, qui sont censés répondre plus rapidement. Donc, par rapport en fait à des workflows ou à des algos en fait type regex, etc., qui sont beaucoup plus rapides entre input et output, aujourd'hui, la limitation qu'on voit, nous, c'est le temps de réponse. Et donc, si tu veux en fait balancer des millions de transactions
à un LLM pour qu'il les catégorise, ça va pas se faire en 10 secondes. Et du coup, on a dû adapter notre produit pour prendre en compte les temps de calcul aujourd'hui. La deuxième limitation, c'est que le système prompt, qui est la fenêtre de contexte que tu peux donner à une IA pour qu'elle soit spécialisée sur un domaine en particulier, aujourd'hui est pas assez grande. Et donc ça nous a forcé, donc ça on l'a compris pas tout de suite, ça nous a forcé finalement à avoir une approche euh, dans laquelle tu as envie d'avoir des agents très spécialisés par thématique. Et donc typiquement, nous on a un agent qui, à chaque fois qu'il y a une conversation au support, vient la catégoriser. Et après, il y a un deuxième agent qui, étant donné une catégorie de questions, par exemple, comment dire, présentation de l'offre, politique d'octroi, demander un montant supplémentaire, ça c'est des thèmes différents. Derrière, il faut aller traîner un agent à chaque fois dédié. Et donc, voilà, tu as cette double complexité de quand tu as typiquement une brique LLM dans l'un de tes workflows produits, il faut prendre en considération le temps de réponse et donc typiquement avoir un workflow plutôt asynchrone. Et deuxièmement, avoir le réflexe d'avoir plutôt une approche, d'avoir des agents très spécialisés à cause de la limite du système prompt. Ok, hyper clair. Si je reviens un peu sur l'usage que vous en avez eu finalement de la Gen AI, c'est principalement pour améliorer grandement des process existants et les remplacer par justement la Gen AI pour améliorer ces process-là. Est-ce que finalement l'arrivée de la Gen AI a aussi potentiellement adapté la roadmap ou la vision future du produit? Je peux donner un exemple pour illustrer la question. Je ne sais pas si aujourd'hui vous faites de la recommandation de trésorerie ou de la gestion de trésorerie ou de la recommandation sur des emprunts à venir, mais c'est des choses sur lesquelles effectivement l'IA prédictive marche très bien. Est-ce que ça a ouvert un champ de possible que vous vous autorisez peut-être pas avant et qui maintenant avec l'arrivée de la Gen AI vous dites ok finalement peut-être qu'on a envie d'aller là-dessus. En fait, alors oui, complètement. Alors, on n'a pas eu de nouvelles idées avec l'arrivée de la Gen AI, c'est juste que nos fantasmes peuvent être priorisés. Donc c'est plus ça. Donc du coup, je trouve que ça soulève plus la question de comment est-ce que tu priorises en fait parmi des idées qui étaient complètement farfelues il y a un an ou deux, comme je te connecte un compte bancaire et du coup je vais être capable de te dire tiens peut-être que dans 3 mois tu auras un problème, donc à ce moment-là c'est bien de nous pinguer. Et ça, en fait, du coup, c'est complètement possible. Donc ça, je trouve que ça rend la question de la priorisation de produits encore plus difficile. Effectivement, et comment on fait justement quand on est fondeur d'une boîte pour anticiper ce qui va être faisable parce que ça bouge tellement vite et que quand tu fais tes roadmaps, bon, tu les fais pas à 2 semaines non plus. Donc tu dois avoir cette notion d'anticipation de ce qu'il sera possible de faire dans 2, 3, 4, 6, 8 mois. Ce qui est aujourd'hui un peu une boîte noire finalement. Qu'est-ce que les LLM seront capables de faire dans 6 mois et en quoi ça va impacter ma roadmap. Donc, comment tu construis justement en te disant, OK, il va y avoir plein d'évolutions, mais on ne sait pas exactement lesquelles, et nous, on doit essayer d'anticiper nos prochaines features. En fait, je pense que de manière basique, hein, la priorisation, c'est valeur-coût. Et du coup, dans un contexte où le coût tend vers zéro, en fait, il suffit de prioriser la composante valeur. Donc au final, ça bouge pas tant que ça. Donc du coup, finalement, on se met à prioriser sur la valeur client en espérant que le jour où ce truc-là arrive, le coût d'intégration sera nivelé, quoi. Ouais, hyper clair. Euh, J'aimerais bien avoir ta vision sur une phrase que beaucoup ont vu passer de Satya Nadella, du coup le directeur de Microsoft, qui a dit que le SaaS était mort. Tu as monté 3 SaaS, donc forcément, je pense que tu es bien placé pour avoir un avis sur la question. Est-ce que toi, tu penses quelle est ta vision de l'avenir du SaaS? C'est donc c'est une vidéo qui m'obsède un peu parce que je sais pas moi, déjà il s'exprime avec une clarté affolante. Il arrive à communiquer énormément d'informations en quelques minutes. Donc déjà, je trouve ça hyper impressionnant. Ensuite, du coup, étant donné ça, on réfléchit à de facto à ce que ça veut dire, tu vois, un peu pour nous, et à comment est-ce qu'il faut se positionner dans l'écosystème. Euh, la conviction qu'on construit là-dessus, c'est en fait comment dire,
Un SaaS, en fait, c'est quoi? C'est une interface utilisateur qui vient présenter de l'information. Moi, ça, on croit dans le fait que ça va continuer à exister. Tout ne va pas devenir une interface chat. Pour présenter un graphe, tu veux pas le présenter en chat, quoi. Donc, ça a de la valeur d'avoir des UI de présentation. Ensuite, finalement, ce que fait un SaaS derrière, c'est que ça vient interagir avec une base de données et qu'il y a une couche un petit peu de logique métier. Dans la paye, c'est bah, voilà, comment dire, ma convention collective m'impose des règles. Dans les dépenses, c'est ma politique budgétaire m'impose des règles. Et donc, finalement, ça reconstruit une petite couche, comment dire, une petite business logic au-dessus d'une base de données propriétaire. Euh, Moi, ma conviction, c'est que cette couche de business logic, en fait, elle va tendre vers zéro. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça permet de faire finalement l'IA? Ça permet, enfin, avec les LLM, tu peux les nourrir en contexte, en information. Donc la meilleure façon de faire ça, c'est d'exposer par API tes bases de données. Et ensuite, l'IA peut aller la query toute seule. Tu n'as plus besoin en fait d'une interface pour venir loader de l'information dans l'IA. Et deuxièmement, l'IA peut prendre des actions. Et la meilleure façon, la façon la plus propre de prendre une action, c'est aussi par API. Donc en fait, tout ce qui va être téléchargement d'informations, prise d'action, va se faire par API. Et donc l'interface derrière ça, ce qui va rester, ça va plus être une interface comment dire, de prise d'action, ça va être une interface de lecture d'informations. Et donc ce qu'on se dit, c'est que finalement la partie un petit peu orchestration des SaaS, ça va disparaître au profit de LLM qui sauront comprendre en fait, au profit des LLM à qui tu pourras charger du contexte spécifique et à qui tu pourras offrir des API de prise de décision. Et donc, ce qui va rester, c'est la donnée propriétaire. Typiquement, Notion va pas mourir parce que c'est dans Notion que j'écris des trucs. Et ça, l'IA peut pas l'inventer. Par contre, derrière, tout ce qui va être synchronisé, Notion avec Google Sheet, machin, tout ça va disparaître. Donc, tous les SaaS d'orchestration, pour moi, vont disparaître. Et donc, ce qui va rester, ce qui va rester comme valeur, c'est la donnée propriétaire. Et c'est tout ce que l'IA ne peut pas créer. Donc, l'IA peut créer de l'information, mais l'IA peut pas créer une chaussure. Donc nous, on croit très fortement dans le fait que les business de vente de biens vont reprendre un peu d'éclat. Les business de balance sheet sur lesquels tu dois avoir des trucs en propre, que ce soit de l'argent, des stocks, etc., vont reprendre de la valeur parce que les business de flux d'informations vont crever. Intéressant, mais c'est cool d'avoir ton avis parce que c'est du coup un sujet qui est pas évident et du coup quand tu présentes ces boîtes-là, on pense à quelques SaaS. Euh, du coup, sans parler des produits qui effectivement sont amenés à disparaître ou à vraiment être révolutionnés, prenons des produits, tu vois, comme un Salesforce, un HubSpot, un CRM, tu vois, ou des produits qui finalement, tu as un peu des deux, tu as de l'input, parce que forcément, ton CRM, il va pas inventer où est-ce que tu en es avec ton deal. Et en même temps, le gros de l'information, et en même temps, le gros, c'est de l'orchestration, et c'est des actions d'orchestration. Comment tu vois, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, finalement, tu vas avoir une startup qui va venir exploser HubSpot, Salesforce, parce qu'ils vont penser dès le début un produit nativement IA, ou est-ce que tu penses que les gros SaaS qui doivent justement faire cette révolution-là c'est finalement possible de repenser entièrement la structure de son produit pour venir apporter de la valeur. Enfin, tu vois, comment finalement vont réagir tous ces produits-là? Je pense pas que tu vois, les Salesforce, HubSpot, etc., ils sont suffisamment récents pour qu'ils aient la capacité de s'adapter. Je pense que notre conviction, nous, c'est que pour avoir de la valeur, il faut nécessairement être API first. Sinon, en fait, tu permets pas à l'IA de venir orchestrer des choses on top de tes données propriétaires. Et donc, toutes les boîtes qui sont trop vieilles pour apaiser à minima leur base de données, elles vont mourir parce ce sera des écosystèmes trop fermés et les gens n'en pourront plus. Et après, en fait, c'est juste que donc ensuite, comme tu l'as dit, il y a bien un endroit, enfin, les SaaS vont se battre pour être l'endroit dans lequel le sales, comment dire, écrit ses trucs. Euh, et d'ailleurs, cet endroit-là peut disparaître parce qu'en fait, si tu es connecté avec ton téléphone qui te fait le transcript, qui derrière te fait le résumé, qui derrière en extrapole une probabilité du coup de closer le deal
il y a peut-être même plus cet endroit-là. Et donc, en fait, cette partie de la... En fait, les SaaS, on dit souvent, c'est super, c'est 90% de grosse margin. Je pense que ça peut plus tenir. En fait, dans un contexte où ça devient marginalement très facile d'orchestrer des workflows, les gens ne vont plus vouloir payer un truc pour lequel tu as 90% de grosse margin qui par ailleurs est facile à faire. Ouais, mais c'est intéressant, je rebondis sur ce que tu dis, parce que tu prends l'exemple, bah, on a pris l'exemple par hasard des sales, mais aujourd'hui, tu as Teams ou Zoom pour enregistrer, pour enregistrer ta vidéo, tu peux avoir un Fireflies, un TLDV pour avoir le transcript, tu vas avoir ton HubSpot pour analyser, tu vas peut-être avoir d'autres produits on top, tu vas avoir pour la facturation Pennyline, vous pour le microcrédit. Et finalement, ce que tu décris, c'est que dans cette étape, il y a peut-être des acteurs en trop. Et donc, est-ce que tu vois une consolidation aussi, tu vois, du marché autour d'acteurs qui vont finalement prendre une, qui vont avoir une proposition de valeur qui va être beaucoup plus large qu'avant parce que justement tout va être apaisé et l'enjeu c'est qu'une présentation de l'information et d'être celui qui a l'input. Ouais, je pense que ça va au même titre que dans certaines autres industries, pardon. Quand une industrie mature, tu tends à réduire le nombre de maillons sur la chaîne. C'est ce qu'on va avoir dans les technologies d'information, c'est sûr. Et peut-être si on parle d'un point de vue un peu plus product humain, ce parallèle on peut aussi le faire sur les skills des personnes. Donc il y a, les SaaS vont devoir élargir leur proposition de valeur. Quand tu regardes des Lovable, des cursors qui font 100 millions d'ARR à 20-25 personnes, même si évidemment toutes les entreprises ne pourront pas le faire, et je pense que c'est évidemment des ovnis, ça pose quand même la question de la taille de tes équipes, du scope de chaque personne dans tes équipes et à quel point chaque personne va devoir élargir sa palette de compétences pour faire plus d'actions que ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est quoi ta vision? Est-ce que tu penses que dans une équipe produit, on aura encore des researchers, des product strat, des UX designers, des UI designers, des développeurs, des lead dev, ou est-ce que tu penses que finalement on aura un profil business, un profil tech? Enfin, quelle est ta vision, tu vois, un peu de l'évolution d'une équipe produit? C'est une excellente question. Franchement, c'est dur à dire. Ce qui est sûr, c'est que la productivité de chacun est décuplée. Aujourd'hui, Cursor te code 70% de ta feature. Et donc, parce que ma première réaction, ça aurait été de dire, les interfaces utilisateurs convergent. Il n'y a pas besoin de réinventer tout à chaque fois. Typiquement, je sais pas moi, dans l'industrie du paiement, un KYB, tu vois, une expérience d'onboarding utilisateur, bah, Revolut a craqué le truc, et donc ça sert à rien de se prendre la tête à faire quelque chose de différent. Ils ont bossé dessus pendant des années. Parfois, il faut prendre en considération des nouvelles technologies, typiquement tout ce qui va être Face ID. Donc ça a complètement changé la possibilité d'authentifier quelqu'un. Donc il faut être vigilant sur les nouvelles technos qui peuvent induire des parcours complètement différents, mais à techno constante, les parcours convergent. Et donc ça, tu peux te dire, bon, bah, dans ce contexte-là, un designer a moins de taf et donc pourrait, entre guillemets, travailler avec plus de devs. Puisque marginalement, chacun des sujets sur lesquels il peut travailler, il peut avancer plus vite, et donc il peut y avoir plus d'ingénieurs qui travaillent avec lui. Sauf que du côté des ingénieurs, ça va aussi plus vite. Un cursor, encore une fois, peut coder 70% d'une feature, et donc quelque chose qui mettait avant un mois à être réalisé peut être fait en une semaine, et demain en 3 jours. Et donc, je sais pas comment va converger cet équilibre, quoi, finalement. Est-ce que ça veut dire que globalement, en fait, chaque feature que tu pouvais faire avant en un mois va se faire en 3 jours, donc tu vas avoir une inflation de features, et donc ce qui va être le plus important, ça va être le product marketing, quoi. Euh, Ouais, et même effectivement aujourd'hui, quand on sort une feature, souvent dans la tech, alors c'est devenu un petit défaut de la tech récemment de faire 5 mois de discovery pour aller sortir n'importe quelle feature au bouton. Est-ce que ça a encore du sens de faire 3 mois de discovery si tu mets 2 jours à coder la feature par rapport à construire la feature et la tester et voir ce que ça donne et itérer dessus et apprendre quoi. c'est une excellente question. C'est vrai que quand tu fais de la discovery, tu as envie d'avoir un proto le plus rapidement possible. Si ton proto, enfin, si en fait, ça va aussi changer le métier de la user research dans le sens où
quelqu'un qui fait de la discovery, un bon PM pour moi devrait pouvoir se construire un proto dans son coin en 2 jours avec des outils que tu as mentionnés. Et donc, fort à parier que la tech restera bottleneck. Et donc, si tu as envie de maximiser la valeur de ce bottleneck, tu as quand même une question de qu'est-ce que tu lui donnes, quoi. Qu'est-ce qui rentre en input. Et le prototype, ça reste la meilleure solution. Et donc, je pense que comment dire, que le métier de product va converger vers un métier de prototyping. C'est des choses que vous mettez déjà dans vos process de recrutement quand vous recrutez des products aujourd'hui, soit leur niveau de connaissance de DIA ou le fait qu'ils comprennent justement ce que tu viens d'expliquer, que leur métier va évoluer vers ça. On l'a pas encore fait ça, mais je pense qu'on va le faire du coup. Ce qu'on met là dans nos process, par contre, c'est le SQL. Ça, pour le coup, là où chez Spendesk, on avait énormément de data analysts qui regardaient pas mal de choses. Ça, pour le coup, nous chez Defacto, chaque personne doit être capable de se construire ses propres dashboards. Vu qu'on est API first et qu'on maîtrise toute la chaîne de valeur et que demain, en fait, les SaaS se parleront encore plus. En fait, la donnée est là. Et donc l'enjeu, c'est comment tu designs les bons modèles de données et comment tu les réconcilies et derrière comment tu la queries. Et donc aujourd'hui, nous, c'est un must-have de savoir construire tes propres dashboards et donc de faire du SQL, même si c'est avec ChatGPT évidemment. Donc ça on l'a déjà fait. Peut-être pour finir en ouverture, c'est quoi vos grands challenges de l'année qui vient? Nos grands challenges, on va dire que c'est d'évoluer dans un marché qui a beaucoup de volatilité. On voit qu'avec voilà, les annonces du président Trump, ça fait énormément bouger les marchés actions. Et donc, on se pose la question de comment est-ce que ça va venir impacter potentiellement notre business, le marché des taux auquel on est soumis. Donc, donc, il y a à la fois en fait un enjeu d'exécuter le plus rapidement possible sur notre roadmap et d'aller du coup faire grossir la valeur pour nos clients et en même temps d'arriver à stay back et de se dire comment est-ce que comment est-ce que dans ce bruit il y a du signal qui peut créer des nouveaux paradigmes et comment est-ce qu'on se positionne dedans quoi. Je dirais que c'est ça. Trop bien. C'est sûr que ça doit être une période mouvementée Ouais, avec tout c'est ce qui se passionnant. passe pour vous, mais justement, il y a du mouvement. Ça doit être excitant. Génial. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Jordan, pour cet échange et pour tous ces Merci à toi. insights.